Bonjour petit padawan de 4e. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui est vraiment très littéraire, à savoir les mouvements littéraires, et plus particulièrement je vais te parler des mouvements littéraires du 19e siècle. Derrière l'idée de mouvement se cache l'idée de regroupement d'artistes et d'écrivains, ou bien juste d'écrivains, qui partagent une certaine vision du monde et plus particulièrement qui partagent une vision de leur travail, de leur art et de leur mission en quelque sorte. Ça a l'air un peu flou comme ça, mais en fait il faut bien que tu imagines que chaque petit mouvement littéraire ou chaque petit groupe d'artistes propose une sorte de révolution au sein de son art. En fait, ils veulent déboulonner ce qui s'est fait avant eux. Alors je vais prendre un exemple, on va démarrer avec le romantisme. Le romantisme c'est un mouvement qui démarre à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre et qui va atteindre la France au début du 19e siècle, vers 1820. Il est propagé par les idées et les écrits, notamment allemands. Un des grands écrivains allemands qui s'appelle Goethe a écrit un roman qui s'intitule « Les souffrances du jeune Werther » et ce roman va influencer dans les idées qu'il donne, mais aussi la façon, et surtout ça, la façon dont il écrit et il raconte la vie et les souffrances donc de son personnage, va influencer les auteurs français. Il partage en fait cette vision de ce que devrait être l'écriture. Et l'écriture, d'après Goethe et les autres romantiques, c'est d'abord un moyen de parler de soi et de ses propres souffrances. C'est un retour à moi, à je, que ce soit le jeu de l'auteur autobiographique ou le jeu de son personnage, avec un personnage qui est toujours quand même un petit peu le reflet de l'auteur. Il va parler de à quel point le monde le bouleverse et à quel point il ne trouve pas sa place dans ce monde-là. Le moi romantique, c'est un moi qui est en souffrance. Pourquoi est-ce que les idées qui sont dans ce premier roman et dans les romans des auteurs allemands vont à ce point toucher les auteurs français? Eh bien parce que, à partir de 1815, le monde français est en pleine désillusion. Que s'est-il passé en 1815? La chute de Napoléon Bonaparte. On remonte encore un petit peu plus loin. D'abord, il y a eu la chute des idéaux de la Révolution française. Oui, on va refaire le monde, oui, à bas la monarchie, à bas la tyrannie, on installe la République. Bon, on installe la République, mais que se passe-t-il? Eh bien, Napoléon Bonaparte rafle ce projet de République pour faire un coup d'État et installer à la place l'Empire. Cet empire, c'est un empire de conquérants. C'est un empire qui fait voyager. C'est un empire où la France devient grande. Le principe d'empire, c'est que c'est plus grand qu'un royaume. Donc la conquête de l'Égypte, la conquête de différents pays, et Napoléon est une sorte de héros aux yeux de la jeunesse. Tous ces jeunes gens qui ont 1 an, 5 ans, 10 ans sous le premier empire de Napoléon n'ont qu'une seule chose en tête. Alors là on parle de la classe noble ou des bourgeois vraiment enrichis, c'est-à-dire des jeunes gens qui n'ont pas forcément de projet de travail. Tu vois, contrairement à toi, petit padawan, on ne leur demande pas quelle va être leur orientation. Ils n'ont pas vraiment besoin de trouver un métier pour gagner leur vie. Ils ont des terres, ils ont de l'argent, ils ont des titres. Ils veulent s'investir quand même dans quelque chose. Ils ne peuvent pas imaginer s'ennuyer toute leur vie et ne rien faire. Et eux, ils rêvent d'être comme Napoléon, de partir en voyage avec lui sur ses traces, de conquérir le monde. Sauf qu'en 1815, c'est la désillusion des idéaux du bonapartisme, à savoir conquérir le monde. Et ben non, c'est plus possible parce que 1815, plus de Napoléon. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on rappelle le vieux frère de Louis XVI, qui va devenir Louis XVIII, et ensuite son autre frère, qui deviendra Charles X, on restaure la monarchie. C'est un peu comme si on avait dit, on met complètement à bas les 30 dernières années et tout ce qu'elles ont porté de rêve pour cette jeunesse. Il y a un auteur en particulier qui s'appelle Alfred de Musset qui va théoriser cette désillusion de la jeunesse sous le nom de mal du siècle. Mal, pas le masculin de femelle, on est bien d'accord. Mal au sens de souffrance. La souffrance de ces jeunes gens, c'est la souffrance de toute une génération qui ne sait pas dans quoi elle va s'investir, qui ne sait pas dans quoi elle va pouvoir mettre toute son énergie. Et finalement, cette génération, elle va choisir le romantisme. Parce que le romantisme dit « cherchez le sublime autour de vous » et en vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire autour de vous? Ça veut dire principalement dans la nature. La nature qui nous submerge, la puissance, la beauté de la nature, avec derrière un peu de mysticisme et peut-être aussi l'idée que c'est Dieu qui s'exprime dans la magnificence de cette nature. La beauté de la nature nous écrase et nous fait sentir tout petit. Et chercher le sublime à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chercher quelque chose dans quoi on va investir toute cette magnifique énergie, quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Alors les romantiques vont relativement souvent choisir des passions exacerbées, comme par exemple la passion amoureuse, qui doit être
quelque chose qui vous ravage, qui vous mène peut-être même jusqu'à la mort. Les grands auteurs qui vont s'engager là-dedans, à part Musset, sont Vigny, Lamartine et le jeune Victor Hugo. Mais il y avait des précurseurs à ce mouvement, comme notamment Chateaubriand, qui lui a connu la Révolution française et qui est un monarchiste convaincu, mais dans son œuvre on trouve quand même cette idéalisation de la nature. Le romantisme, c'est aussi et surtout un rejet du néoclassicisme qui est très à la mode à ce moment-là. Le néoclassicisme, c'est le retour au classicisme, comme le nom l'indique, et le classicisme, je sais pas si tu te rappelles de ça, petit padawan, c'est Louis XIV, donc c'est lui-même un retour à l'Antiquité. Des formes extrêmement droites et longilignes, la pureté, la beauté, l'harmonie des formes. Les romantiques, ils mettent tout ça à bas. Le romantisme, c'est un retour à une esthétique qui est une esthétique beaucoup plus torturée, comme les gargouilles du Moyen-Âge par exemple, et qui cherche beaucoup plus le mysticisme et le sublime que l'Antiquité où on cherchait finalement la paix et l'harmonie. La beauté du Moyen-Âge, la beauté de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et du coup c'est ce qui explique que Victor Hugo écrive exactement à ce moment-là Notre-Dame de Paris, qui se situe non seulement dans cette cathédrale, mais qui se situe aussi au Moyen-Âge. Dans les écrits par exemple, le romantisme ça va être rompre avec tous les carcans et tout ce qui a été fait avant, c'est notamment le théâtre de Victor Hugo, qu'on appelle le drame romantique, qui casse la règle des 3 unités qui était si chère à Louis XIV par exemple. En peinture, on va privilégier la courbe et la ligne, par exemple la peinture de paysage, on va chercher des paysages torturés, on va essayer de peindre des êtres humains en proie à des passions extrêmement fortes, voire en proie à l'aliénation, à la folie. Ça c'est ce qu'on va trouver chez Delacroix et chez Géricault par exemple, avec le radeau de la Méduse. Et puis en musique, c'est aussi l'expression du sentiment. Alors on a des grands musiciens comme Schubert, comme Chopin, comme Schumann, comme Berlioz, qui s'inscrivent dans le courant romantique. Donc tu vois que cette histoire de courant ou de mouvement, ça n'est pas réducteur à la littérature. Très souvent, un mouvement littéraire a son parallèle au minimum en peinture, et puis dans le romantisme, on voit que ça gagne aussi jusqu'à la musique. Le romantisme va avoir un grand succès pendant environ 30 ans, de 1820 à 1850. Alors ce sont des choses qui sont vues après coup, hein. Évidemment les romantiques ne se disent pas tiens, 1850 on va arrêter les gars, on va passer à autre chose. Non, évidemment, c'est parce qu'il y a des effets de mode aussi dans ces mouvements. Parce qu'en 1850, et même déjà un petit peu avant, il y a des auteurs qui vont reprocher aux romantiques, en quelque sorte, de se regarder peut-être un petit peu trop le nombril, de s'occuper beaucoup de leur moi, au lieu de s'occuper du monde qui les entoure. Et le monde est en pleine mutation. On l'a vu ça en cours, hein. Paris par exemple, qui est le reflet de la société à cette époque-là, au 19e siècle, change, est bouleversé. Le 19e siècle, c'est une suite de révoltes ou de révolutions, de désinstallation du pouvoir en place pour mettre autre chose. On réinstalle la monarchie, on refait une révolution pour dire que ces rois-là sont trop durs, on appelle le cousin Louis-Philippe qui est plus modéré, mais on refait une révolution parce qu'il nous a pas plu, ça c'est 1848. On essaye de réinstaller une république, qui on élit Napoléon, le neveu de l'autre, alors il fait la même chose, hein, il refait un coup d'état, il installe le Second Empire. On arrive vers 1870, et on va mettre à bas Napoléon III, cette fois-ci, pour réinstaller la Troisième République. Donc ces bouleversements politiques, qui sont aussi des bouleversements sur le plan des sciences et de l'industrie, la fameuse révolution industrielle, provoquent de nombreuses mutations. Et les auteurs qui vont s'inscrire dans un courant qu'on va appeler le réalisme, prennent en fait le contre-pied du romantisme. Arrêtons de parler de nous, parlons de ce monde en mutation qui est autour de nous, et parlons-en de la façon la plus réaliste possible. L'image que nous renvoyons du monde doit pouvoir sembler vraie au lecteur. Il doit pouvoir croire que tout est vrai là-dedans. On va faire de la fiction, c'est notre outil. On ne va pas raconter uniquement des histoires vraies, mais on va les insérer dans un cadre qui est totalement réaliste. Et donc ces auteurs-là ont comme précurseurs Stendhal et Balzac dans le premier tiers du 19e siècle, et ce réalisme va s'épanouir avec Flaubert, et notamment avec un roman, Madame Bovary. Le réalisme est très choquant aux yeux des spectateurs, puisque là je parle de la peinture réaliste, mais aussi dans la littérature. La preuve c'est que Madame Bovary va se prendre un procès pour outrage aux bonnes mœurs, parce que Flaubert il raconte la façon dont une jeune bourgeoise de province a trompé son époux et est allée jusqu'à se suicider. Mais pourquoi elle l'a trompé? D'abord parce qu'elle s'ennuyait dans ce mariage arrangé et dans sa petite vie de bourgeoise normande où elle n'avait rien à faire. Et bien ça va choquer. De la même manière que la peinture de Gustave Courbet, qui est le grand peintre réaliste, le premier à dire moi ce que je fais c'est du réalisme, à prononcer le mot, va choquer aussi et va être considéré comme vulgaire. C'est un coup de tonnerre. Montrer le monde tel qu'il est, c'est montrer des choses qui ne sont pas forcément très belles. Dans la continuité de ce mouvement réaliste, il y a Émile Zola qui lui va dire
j'ajoute une couche au réalisme, et moi ce que je fais, ça s'appelle le naturalisme. Émile Zola, il arrive plutôt vers la fin du siècle, il dit moi aussi je veux montrer la réalité telle qu'elle est, mais il s'inspire de quelque chose qui est très dans l'air du temps, à savoir les progrès de la science. Il veut appliquer en fait une méthode scientifique à la façon de travailler de l'auteur littéraire. Donc lui ce qu'il dit c'est le roman c'est un champ d'expérimentation. Moi je vais faire comme les scientifiques, je vais prendre mon personnage, je vais le mettre dans un certain milieu et je vais observer ça avec mon microscope. Donc je tiens compte du milieu dans lequel il se trouve, je tiens compte des facteurs génétiques qui font que ce personnage est un individu, ça donne toute la saga des Rougon-Macquart dans laquelle Émile Zola explore les diverses vies de membres de la même famille sur plusieurs générations mis dans des contextes différents, l'artiste, le paysan, le banquier, etc. Et comment finalement on ne peut pas faire abstraction de son passé et du facteur génétique que nous ont transmis nos parents. Que ce soit les réalistes ou les naturalistes, il faut beaucoup se documenter pour écrire, parce que si on veut faire vrai, il faut qu'on maîtrise le sujet dont on parle. Mais Émile Zola, il est presque plus comme un sociologue, et il est connu pour être allé un petit peu partout, dans des lieux qui n'étaient pas vraiment ses lieux de vie, avec son petit carnet, et prendre des notes. Comment parlent les gens, les ouvriers, qui sont au café du coin et qui en sont à leur 3e vin blanc, comment ça parle un ouvrier, dans quel état il est à son 3e vin blanc, les ravages de l'alcoolisme entre autres, la pauvreté, etc. Un deuxième auteur, c'est Maupassant. Le naturalisme a aussi son pendant en peinture, donc là c'est un petit peu différent. Par exemple un peintre qui s'appelle Millet, on ne sait pas très bien si on le met dans les naturalistes ou dans les réalistes. En termes de période, on le rattache plutôt au réalisme, mais en termes de sujet, ça ressemble à ce que la peinture naturaliste dit être. La peinture naturaliste, comme le réalisme, elle s'intéresse à montrer la réalité, vraiment, les vrais gens, mais elle s'intéresse surtout aux couches populaires les plus pauvres, c'est-à-dire qu'on va les montrer les paysans, prioritairement, et les ouvriers. On est vraiment dans du fait de société. J'espère que tu as compris, petit padawan, ce que sont les mouvements littéraires et artistiques, dans ce résumé qui est quand même assez bref et assez condensé. Évidemment, je me suis intéressée qu'au 19e siècle, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les mouvements du 20e, du 18e, mais ça c'est des choses que tu verras peut-être plus tard, et notamment au lycée. Que la force soit avec toi.